messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce désormais rendez-vous cathodique de décryptage des paroles et des actes de la présidentielle 2018. Vous êtes sur CQFD, ce qu'il faut décrypter, ce sera en son, image et analyse pendant 60 minutes tous les mercredis et les dimanches désormais pendant cette période de campagne. Nous recevons en plateau des experts et nous allons in situ à la rencontre d'analyse pour mettre la lumière sur les zones d'ombre et placer une rampe sur les angles morts d'une compétition électorale qui s'anime au fur et à mesure que s'approche la date du 7 octobre prochain. Eh bien, nos trois experts sont en plateau, je les accueille donc. Richard Macron, bonsoir. Bonsoir Audrey. Vous êtes bienvenue d'abord. Merci. Vous êtes juriste spécialisé des questions de droit public. Ouais. Vous êtes notamment docteur en droit public. Bienvenue. Oui, merci. Vous êtes dans votre confort, votre sujet, parce qu'avec les téléspectateurs tout à l'heure, on va découvrir le contenu de cette émission et comprendre donc pourquoi nous avons choisi ce soir pour nous livrer votre expertise et gratuitement. Merci, j'essaierai d'apporter les éclairages Mm. qui sont nécessaires à la compréhension de nos téléspectateurs. Vous savez que la politique est une activité extrêmement importante pour le fonctionnement d'une nation et évidemment pour la vie d'une communauté. Et donc les populations sont intéressées par ce qui se passe, surtout en période politique, en période électorale comme celle-ci, où tous les regards sont fixés vers les candidats et attendent de comprendre, de voir ce qu'ils proposent pour la marche de la communauté. Et surtout que nous nous tenons à bonne distance des états-majors des candidats, c'est pour ça que nous ne convions que des experts. Gisèle Pierre-Sonneau a son programme corps électoral avec Christian Dorbo qui donne la parole aux candidats, aux représentants de candidats pour discuter de thématiques diverses. Avec Jean-Bruno Tagne, on reçoit les candidats pour décrypter ou bien pour comprendre ou éplucher leur programme de société. Et nous consacrons à revoir, à passer au scalpel tout ce que les candidats disent, toutes les paroles, tous les actes d'une campagne qui s'anime au fur et à mesure, on le disait. En tout cas, merci pour l'invitation. C'est un honneur que vous me faites et je le prends à la hauteur de la considération. Merci. Roger Ngoyam, bonsoir. Bonsoir Audrey. Vous êtes spécialisé dans l'évaluation des politiques publiques. On vous a vu notamment à Transparency International en tant que secrétaire exécutif Directeur exécutif de cette organisation qui évalue au fil des jours les politiques publiques, la gouvernance. En effet, disons que 5 ans durant, j'ai tenu ce rôle et du coup, plus que par le passé, il faut déjà dire qu'en tant que journaliste, on s'intéresse à la vie publique, on s'intéresse à la mise en œuvre des politiques publiques, à l'action des gouvernants. Mais dans ce cadre spécifique, c'était davantage marqué parce que c'est une organisation, comme vous le savez, qui s'intéresse aux questions de gouvernance. Et c'est un excellent observatoire en la matière. Donc, je pense que le temps passé à ce niveau, qui a d'ailleurs permis de superviser 2 missions d'observation électorale, celle de 2011 et de 2013, ce temps a été extrêmement enrichissant et permet d'avoir un regard, je dirais pas d'expert, ce serait peut-être prétentieux, mais assez avisé sur ce qui s'est fait. Et vous avez une certaine expertise. Je préfère convoquer la casquette de journaliste parce qu'elle est beaucoup plus... Vous avez vu plus transversal des questions qui sont portées dans cette élection. Jean-Paul Tchengué, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue encore dans ce qu'il faut décrypter. Merci. Vous êtes spécialiste des questions électorales, vous enseignez à l'ENAM notamment. Vous travaillez à l'ECAM, même si vous ne représentez pas l'institution sur ce plateau. Mais vous êtes là beaucoup plus comme expert des questions électorales et politiques, parce que vous êtes auteur d'essais politiques et vous êtes cadre à l'ECAM. Bienvenue. Merci. Avec vous, on va parler certainement des politiques publiques. Je ne vais pas dévoiler déjà le contenu de nos discussions, mais pour ce numéro 2, les actes et les paroles à décrypter sont liés au financement de la campagne électorale. On le sait, depuis cet après-midi, ce financement s'élève à 15 millions de francs CFA pour la première partie. La deuxième partie sera versée après le scrutin, mais ce versement est assorti d'une condition ou de la condition de réalisation d'un score de moins 5%. C'est la loi sur le code électoral qui le dit à son article 286. Il y a des électeurs, il y a des candidats, des représentants de candidats qui parlent déjà de cafouillage parce qu'on leur a proposé de verser l'argent cash. Ils estiment que la cagnotte est minable par rapport au cautionnement. C'était une caution de 30 millions notamment. On leur avance 15 millions, on leur promet 15 millions seulement s'ils atteignaient 5%. Est-ce qu'on ne peut pas codifier le financement de la campagne
électorale, définitivement. Oui, merci, Monsieur Tongué. Je voudrais d'entrée de jeu préciser qu'en réalité, j'interviens ici comme expert des questions de démocratie, gouvernance et élection. Une spécialité pour laquelle je suis par ailleurs retenu comme expert certifié dans un certain nombre d'institutions internationales. D'accord. Alors, est-ce on ne peut pas codifier, on ne peut pas le montant, le montant du financement public destiné à la campagne électorale pour la présidentielle? Oui, c'est possible. Parce qu'il y a les législatives et municipales aussi. Oui, il y a les législatives, les municipales, il y a le référendum. Il est possible de quantifier. C'est une question de politique gouvernementale. Il est possible de quantifier, mais en général, le gouvernement arrête le montant destiné au financement public des campagnes électorales sur la base des critères qui lui sont propres. C'est les services techniques, certainement du ministère des Finances, qui font ce travail de manière concertée avec les structures techniques du ministère de l'administration territoriale en fonction de la quantité des candidats ou des partis politiques en compétition. Alors, je ne suis pas tout à fait dans les méandres techniques de ce travail d'évaluation, ce travail qui permet de fixer le montant de l'enveloppe à distribuer aux candidats. Mais je pense que techniquement, il est possible de fixer à l'avance un montant. On pourrait simplement le mentionner dans le code électoral parce qu'on a signalé, notamment Richard Macon, dans le code électoral, c'est indiqué qu'il y a une commission, par exemple, qui statue, qui veille sur le fait ou bien qui suit les candidats pour savoir si effectivement ils ont utilisé les fonds à bon escient, c'est-à-dire pour la campagne. On aurait pu, dans le code électoral, indiquer, au moins, même au prorata, peut-être du cautionnement, ce qu'il faut pour le financement de la campagne. On a vu des candidats ce matin estimer que c'est une autre façon, une autre méthode de conserver l'information électorale pour pouvoir la mettre à la disposition du candidat du pouvoir. La question que vous posez est très importante. D'abord, il faut revenir à une dimension qui est essentiellement philosophique, qui renseigne sur la logique de fonctionnement du système en place, qui fonctionne toujours de façon dissimulée, qui conserve l'information, qui cache l'information, parce que l'information dans un système de gouvernance est essentielle pour la marge de manœuvre des différents acteurs. Et donc, le gouvernement cache l'information. Et toute la logique qui est pensée, qui est mise en place, est justement celle de l'embuscade. C'est une gouvernance par embuscade qui est préjudiciable au fonctionnement sain entre les différents acteurs du jeu politique. Si on peut fixer avant le début de l'élection le montant de la caution à bon droit et à bon sens, on peut déterminer avant le début de la campagne aussi, en début d'année électorale, le montant qui sera affecté aux différents candidats. Mais il est quand même difficile d'imaginer que dans le code électoral, on puisse inscrire un montant déterminé au financement de la campagne ou des joutes électorales, parce que c'est extrêmement compliqué. Il faut tenir compte des variations financières, il faut tenir compte de l'état de santé économique du pays, il faut tenir compte du nombre de candidats, parce que quand vous avez peut-être 35 candidats, c'est pas comme si vous avez 9 candidats qui sont sur la ligne de départ pour une campagne électorale. Il faut donc tenir compte en réalité d'un ensemble de critères, un ensemble d'éléments qui permettent au pouvoir en place, à l'État, de déterminer le montant, l'enveloppe globale qui est déterminée pour les élections. Il faut tenir compte que dans l'enveloppe globale, vous devez enlever tout ce qui est mobilisé pour la dimension logistique même de l'élection, c'est-à-dire préparer les bulletins de vote, préparer les urnes, les isoloirs, les encres et toute la technologie qui est nécessaire à la réalisation de l'élection. Maintenant, ce n'est qu'une partie qui est affectée au financement de la campagne proprement dite. Alors, je vous oppose des chiffres. En 2011, on avait 7,5 millions d'inscrits à peu près, selon les chiffres de l'ECAM. Aujourd'hui, on en est à 6,5 millions à peu près. On avait 23 candidats. Cette fois-ci, on a 9 candidats, mais la caution, c'est toujours 30 millions à peu près. Alors, il y avait plus de charges, a priori, en 2011.
qu'aujourd'hui, il y a moins de charges, mais le montant de la caution n'a pas, le montant du financement ou de l'enveloppe dédiée au financement public de la campagne n'a pas évolué, alors que la caution qui a été déposée, le cautionnement qui a été déposé au Trésor public, lui a augmenté. Il a été multiplié par 5. Vous avez tout à fait raison, mais il faut tenir compte du principe de réalisme. Nous sommes dans un pays qui connaît un marasme économique important, qui est partagé entre plusieurs fronts. Un front économique avec une quasi-récession économique, une difficulté à créer de la valeur ajoutée, à constituer un financement public qui soit subséquent, important, pour gérer les différentes activités de l'État. Nous avons des fronts qui sont des fronts sécuritaires, qui mobilisent des financements importants. Et donc, de ce point de vue, il est tout à fait connu par les Camerounais que le pays traverse une situation économique extrêmement dramatique. Et que si on pouvait renvoyer l'élection présidentielle à cause de la question du financement, il aurait pu être renvoyé. Mais simplement, il n'existe pas dans le dispositif juridique aujourd'hui des éléments qui permettent au pouvoir en place de renvoyer l'élection. Et d'ailleurs, cela serait préjudiciable et dangereux pour la légitimité du pouvoir en place. Alors, et donc, il y a un sérieux problème en termes de financement. Mais maintenant, il faut dire que de façon, en termes de principe, une campagne électorale est financée par les partis politiques, qui sont des associations, qui vivent du financement de leurs adhérents, qui vivent des levées de fonds, qui vivent des financements privés, tant que ces financements sont des financements des nationaux. Ce qui est exclu par le code électoral, par les lois de la République, c'est de bénéficier des financements qui sont des financements étrangers. Et donc, le principe d'abord dans une démocratie, c'est que celui qui concourt à l'expression du suffrage, qui veut devenir président de la République ou qui est candidat à un poste quel qu'il soit, c'est qu'il finance par lui-même, en réalité, son activité politique. La loi dit que l'État peut, il faut revenir aux dispositions pertinentes de l'article 276 du Code pénal. Du code électoral, article 275, l'État, les partis politiques peuvent être financés par l'État pour les activités normales et pour la période de campagne. L'article 276 précise que ce financement peut prendre en charge certaines dépenses des candidats. Il faut aussi revenir à l'article 284, il faut lire les deux articles de façon complémentaire. Et donc ce financement couvre certaines dépenses. Le choix de mots ici est important. Peuvent être financés. Les financements couvrent certaines dépenses des candidats. Et donc, ce financement n'a pas vocation à prendre en charge l'entièreté des dépenses des candidats. Ça, il faut le préciser. Mais on a quand même au regret de dire que quand on connaît notre gabegie financière et ce que nous faisons avec les budgets, on aurait pu quand même, pour une élégance politique, pour que le jeu soit serein, essayer de financer à bon niveau quand même les différents candidats pour qu'on ait une campagne électorale à peu près convenable. Quand on voit ce qui se fait dans des pays qui sont en situation économique plus dramatique que nous, qui connaissent un niveau de développement moindre que le nôtre, on peut quand même regretter que ce financement ne s'élève que à 30 millions. Et d'ailleurs même, on se rend compte que finalement, on pourrait même penser, serait pas excessif de dire que le gouvernement a un peu arnaqué les partis politiques, puisqu'ils vont donner 30 millions de caution et ils ne seront même pas financés à hauteur de 30 millions de secteurs. Justement, Roger Ngoyom, est-ce qu'on peut se dire que les candidats ont déposé une caution de 30 millions et qu'on a pris une partie de cette caution pour financer leur campagne? Parce que je ne suis pas sondeur, on va parler de sondage tout à l'heure. On peut s'imaginer que la moitié, ou tout au plus 3 ou 4 de ces candidats ne pourront pas réaliser les scores de 5% au regard des chiffres des dernières élections. Je le dis prudemment. Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est la caution qui a été reversée au Trésor qui a été reprise pour le financement de la campagne, dont on a pris de la main droite pour redonner de la main gauche? Bon, c'est une manière de voir. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure lecture qu'on puisse faire. Dans le même temps, je voudrais regretter quand même que, au moins d'un point de vue symbolique, qu'il n'y ait pas eu un meilleur effort. Si on considère déjà la dernière élection, où, comme cela a été indiqué, il y avait beaucoup plus de candidats. 23. Je suis très réservé par rapport à... J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler par rapport au nombre d'électeurs, parce que... Au nombre d'inscrits. Au nombre d'inscrits. Il y avait des doublons de... Voilà, le président de l'ECAM à l'époque l'avait reconnu donc, lui-même. Je préfère qu'on ne considère même pas cela. Voilà. Parce que mais en tout cas, il y avait au moins autant de bureaux de vote. Il y a au moins 23 24 000 bureaux de vote. Il y avait beaucoup plus de candidats, c'est vrai, qui payaient une caution. De 5 millions à l'époque.
le 6e de ce qui est payé maintenant. Donc, le Trésor public a engrangé beaucoup plus de fonds avec 9 candidats qu'il n'en a engrangé avec les 23, soit dit en passant. Il va en sortir beaucoup moins qu'il n'en avait sorti lorsqu'il y avait 23. Or, il était en position, justement, je pense qu'au niveau du gouvernement, on pouvait au moins, pour rester dans quelque chose, comme j'ai dit, de symboliquement fort, faire un effort beaucoup plus substantiel, à imaginer même le doublement du montant. Ce serait pas tout. Je crois que ça reste vraiment la portion congrue des dépenses pour l'organisation d'un scrutin, l'appui au candidat. C'est vraiment la portion congrue. L'essentiel des dépenses va à l'organisation même du scrutin. Donc, je crois qu'il y a quand même des messages comme ça qu'on devrait adresser pour au moins rassurer à la fois l'opinion, rassurer tous ceux qui nous observent des bonnes dispositions du gouvernement par rapport à cette échéance. Or là, on a l'impression que c'était vraiment une espèce d'entourloupe et du coup, je crois que ça ne présente pas très bien. Donc, c'est regrettable, mais voilà, le vin est tiré, il faut le boire. Alors, tous les candidats, Jean-Paul Tchengue, tous les candidats, ou à peu près tous, c'est-à-dire 8 ou 7 candidats, estiment que c'était modeste quand même, que l'État aurait pu faire mieux, comme l'indiquent Roger Ngoyom et Richard Macon. Est-ce que vous êtes de cet avis? Bon, avant de donner mon point de vue sur cet aspect-là, je voudrais rebondir sur la description assez noire que fait le docteur Macon de notre situation économique et financière. Je ne parle pas au nom du gouvernement, mais je pense quand même que c'est une description assez noire. Et l'évocation de la politique d'embuscade, je ne pense pas qu'elle soit vraiment assez appropriée pour apprécier ce qui se passe dans le cadre du financement de cette campagne. Je pense, à mon avis, j'ai une autre lecture de la situation parce que il vous souvient que lorsque le cautionnement était à 5 millions et que les fonds avancés en 2011, par exemple, étaient de 15 millions, beaucoup de candidats ou de postulants à la candidature faisaient de la spéculation, faisaient des calculs. Encore que c'est des intentions que l'on fait. On n'a pas d'éléments. Non, ça, vous savez, nous sommes observateurs. Nous sommes observateurs de la scène. Ils spéculaient sur quoi? Ils spéculaient sur le montant du cautionnement et par rapport au montant de la première tranche du financement public de la campagne. On a pu observer, et ça vous pouvez mener une enquête dessus, vous aurez des éléments constants qui attestent du fait que un certain nombre de candidats allaient emprunter le montant du cautionnement contre rémunération de l'emprunt, et une fois qu'ils avaient perçu la première tranche du cautionnement, ils pouvaient rembourser et faire un bénéfice sur... Oui, bien sûr. J'espère que ça repose sur du granit. Non, votre analyse. Cette analyse peut être attestée par des faits. Vous pouvez mener des investigations. Je ne voudrais pas citer les acteurs. Certains des acteurs qui... Mais à côté d'eux, il y a des candidats sérieux. Alors, en 2011, il y a des candidats sérieux. Je le soulignais, bien évidemment, je le soulignais pour dire ceci. Il y a un problème avec les entrepreneurs politiques camerounais. Vous savez, lorsqu'on met sur pied un projet politique, on se donne les moyens de sa politique. Et ça, j'aime insister sur cet aspect-là, parce que lorsque vous vous lancez à la course à la présidence de la République, ce n'est pas un jeu d'enfant et ce n'est pas non plus une aventure. Il faut vous préparer. Vous avez le temps de vous préparer. Vous avez le temps de mettre sur pied des stratégies de levée de fonds. Et je ne pense pas que le financement public qui est apporté aux partis politiques et aux candidats aux élections, tout simplement parce que la Constitution, dans son article 3,
a confié une mission essentielle aux partis politiques dans l'expression du suffrage. C'est parce que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage et de la démocratie, que l'État, voilà, et que l'État leur apporte ce concours. Et parce que dans le contexte camerounais, il y a le parti au pouvoir qui bénéficie gratuitement du soutien de l'État. On va voir à partir de samedi, je mets à quiconque au défi de prouver le contraire, à partir de samedi, on va voir les véhicules de fonction, les véhicules administratifs. Vous savez, M. Tongue, c'est une question qui est également discutable. S'il vous plaît, je parle de choses empiriques. En 2004 et en 2011, avez-vous vu des voitures de fonction et des voitures administratives en campagne pour le RDPC? Vous l'avez vu au moins? C'est pour ça que je vous dis que ce sont des choses qui sont discutables. Est-ce que vous avez vu au moins une? Moi, je n'ai pas participé à la campagne du RDPC. Vous n'avez jamais vu? Je ne peux pas vous dire. Ok, on comprend. Question à un journaliste. Est-ce que vous avez rencontré, vous, Roger Ngoyom? Ça se voit comme le nez sur la figure. Voilà. C'est pas très compliqué de voir. On le veut encore. Et donc, les candidats peuvent être en droit de s'attendre, les autres candidats, au-delà, moi, de s'attendre à un soutien de l'État qui prennent d'autres formes. C'est le minimum. Le soutien de l'État, c'est le soutien à des citoyens camerounais qui s'engagent. Et je ne voudrais pas qu'on leur fasse injure. Vous pensez que, sincèrement, pour les 9 candidats qui sont là, ou les 8 de l'opposition, ils comptaient sur simplement l'argent de la campagne pour mener leurs activités? Lorsqu'on voit, lorsqu'on voit comment ils se déploient, parce que il faut bien se dire que, bien avant même l'annonce officielle de l'élection, donc, on a vu beaucoup se déployer. On a bien constaté qu'il y avait des moyens qui étaient mis en jeu, qu'il y avait une organisation. Donc, ça veut dire qu'à leur niveau, il y a des dispositions qui ont été prises. Donc, l'appoint, et je préfère l'appeler ainsi, qui doit être donné, il faut quand même qu'ils soient même respectueux de la qualité de ce qu'on vit depuis un moment. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, l'État ne doit pas se mettre... On a des profils plutôt intéressants, on a des campagnes qui sont menées de manière assez structurée. Je crois que c'est plutôt plaisant à regarder, même s'il y a des dérives. Donc, je crois que, ne fût-ce que pour ça, il y a un effort à faire. Et il faut même que, à l'égard de ces acteurs-là, qu'il y ait une meilleure considération. C'est vrai qu'en 2001, il y avait à boire et à manger parmi les candidats. Mais on ne peut pas ramener, je crois que le fait de remonter la caution à 30 millions participait de cet écrémage. Donc on a écrémé, voilà. Et il y a quand même ce type d'acteurs-là qu'on n'a plus. Ceux qui pouvaient se livrer à ce... Oui, l'écrémage peut être remonté d'un cran. Oui, voilà, on a écrémé. Donc je veux dire que celui qui va compétir se prépare en conséquence, ne fût-ce que pour réunir la caution. Et je crois que tous les moyens de mobilisation des fonds sont à l'œuvre ici. On assiste à des levées de fonds en utilisant toutes sortes de moyens. On assiste à des cotisations ordinaires. Et je ne suis pas sûr, par contre, que par rapport à ce que Rodrigue évoquait concernant le parti au pouvoir, et c'est là que je rejoins Richard sur la notion d'embuscade, le minimum quand même, c'est d'être transparent. Indiquer aux candidats à quel moment ils recevront l'argent de campagne et quelle pourrait être la fourchette que l'État, compte tenu d'un ensemble de contraintes, va mettre à disposition. C'est le minimum, c'est donner des gages quand même de sérénité, de transparence. C'est le minimum. Nous avons parlé des candidats et de leurs représentants. Je vous propose d'écouter ces acteurs. Ce sont respectivement Sam Séverin Ango, porte-parole du candidat Franklin Difford, Alain Foguet, mandataire du candidat Maurice Kamto, mais aussi le ministre Atangandi qui s'est prononcé cet après-midi sur la question. Je vous propose de les écouter et nous débifferons après cet élément. Aujourd'hui donc, on nous apprend que c'est globalement 30 millions de francs qui doivent être reversés à chaque candidat. Les 30 millions qu'on a payés, sachant d'ailleurs qu'il y a une autre condition, il faut être, on va dire, un peu plus de 5% des montants pour ça. Alors, à ce niveau, nous disons que le problème pour nous, ce n'est pas fondamentalement cet argent-là. On ne l'attendait pas spécifiquement, mais nous avons besoin d'une république, d'un État fort. On n'est pas en république bananière. Le Cameroun est regardé par la communauté internationale. C'est l'État. Nous sommes déjà en insécurité dans les régions anglophones. Aujourd'hui, l'État, à travers le MINA, crée encore les conditions d'une autre insurrection. Parce que nous disons non à ce montant. Nous n'allons pas avoir besoin de cet argent-là. Donc, nous avons été avec les représentants du PURS, mais également du MRC, tout au moins d'accord sur cette ligne-là. Donc, nous allons devoir boycotter et les médias publics d'abord, et également cet argent qui nous est proposé. Si
les choses ne sont pas très rapidement recadrées. J'ai dit, par pudeur, je ne parle pas de montant, mais c'est déjà les méthodes cavalières. Après avoir sonné le Toscan, depuis hier, les partis politiques passent en caisse. Vous êtes là aujourd'hui, ils vous ont convié. Le MSC, le candidat Kamto, est assez sérieux pour ne pas rentrer dans ce jeu ridicule que le régime de M. Biya est en train de mettre en scène. La loi dit que c'est les partis qui présentent les candidats, sauf le cas où le candidat a réuni 300 signatures. En clair, s'il y a de l'argent de financement, ça doit être donné aux partis. Bon, comme le régime corrompu veut donc entretenir la corruption, l'idéal c'est que les candidats et les partis se battent dans les couloirs, enfin pendant que le régime ramasse la mise. Dans le cas du RMS, nous ne sommes pas concernés. Vous pouvez bien le deviner, mais je vois déjà les dégâts que ça va produire ailleurs. Pour vous donner un chèque banque, ce qu'on appelait autrefois les chèques certifiés, ça n'existe plus, il y a des chèques banques. Donc, la banque vous donne un chèque qui est, comme on peut dire, un chèque certifié, c'est pratiquement l'argent en espèces. Vous déposez dans votre compte et après, logiquement, la période de compensation, c'est 1 jour, 2 jours et votre compte est crédité. Et il y a des candidats qui ont estimé qu'ils veulent prendre leur argent en espèces. Nous n'avons pas le droit de refuser. Quand un candidat dit je vous envoie un mandataire, faites un virement, faites un chèque ou remettez l'argent en espèces, bon, le MINAT doit respecter la volonté des candidats. Donc je voudrais faire cette précision. Il y a 3 possibilités de recevoir l'argent. Par virement bancaire, par chèque banque certifié et on peut vous payer en espèces. Voilà. Donc je tenais à apporter cette précision. Bien évidemment, on a eu quelques difficultés aujourd'hui parce qu'il y a des cas qui n'ont connu aucun problème. Le Social Democratic Front a été servi, le RDPC a été servi, le parti Univers a été servi. Donc je précise bien que le RDPC, dont le candidat, c'est M. Joshua aussi, a été servi. Le parti Univers, dont le candidat, c'est M. Cabral Lipi, a été servi. Et vous avez vous-même tendu votre micro au délégué du gouvernement, M. Chimevuna, qui est délégué du gouvernement, mais c'est lui le trésorier du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc c'est le mandataire officiel du RDPC. Bien évidemment, pour le compte de son Excellence M. Paul Biya, qui est lui-même candidat. Et je peux vous dire que c'est le même montant pour tous les candidats. Et ce montant fait suite d'un arrêté conjoint du ministre de l'Administration territoriale et du ministre des Finances. Les acteurs, Alain Foguet craignait qu'on encourage les bagarres dans les couloirs entre militants de partis politiques. Le ministre Atang a dit, nous ne l'avons pas entendu sur cette expression, mais il a dit au cours de son point de presse qu'il y a un parti politique qui se retrouve avec 3 mandataires pour retirer les 15 millions. Donc, on a vu d'abord 2 candidats, Sam Séverin Ango, représentant de candidats, et Alain Foguet, qui annonçait qu'ils ne prennent pas les sous. Ça, c'était en début d'après-midi. Et en soirée, patatras, on a Univers, SDF, qui ont retiré les 15 millions, cash, frais, et le RDPC par la main de Gilbert Chimevuna qui retire. Alors, c'est le tango et la valse au même moment dans les états-majors de partis politiques. C'était prévisible. D'abord, je voudrais rapidement dire, et c'est en lien avec la question que vous me posez, à Monsieur Thiégué que l'embuscade politique n'est pas un concept vide de sens. Il est le résultat d'une réflexion qui traduit une analyse du système politique en place. Quand des constitutionnalistes de haut vol du système parlent d'un constitutionnalisme rédhibitoire, des règles juridiques qui s'annulent elles-mêmes, qui
vous avez une disposition qui dit ceci, une autre disposition vient annuler la force juridique de la première disposition. C'est penser, ce n'est pas des erreurs normatives, ce n'est pas des malfaçons juridiques, mais c'est penser, c'est dans une logique de gouvernance. Cela se traduit par ce qu'on appelle chez nous, soit la progressivité juridique, soit ce qu'on appelle la tolérance administrative. On a toujours des concepts comme ça, savamment pensés, qui sont en réalité des subterfuges et des arguties qui sont mobilisés pour traduire en réalité ce vice du système qui est celui de cacher l'information. Si les partis politiques avaient des informations, il n'y aurait pas eu tout ce remue-ménage qu'il y a eu aujourd'hui au ministère de la territoriale. Deuxièmement, vous avez un code électoral qui est une loi, qui prévoit des textes d'application qui ne sont pas adoptés. Parce qu'il est quand même la création de la commission, non, il est quand même incongru qu'on soit à discuter aujourd'hui des modalités de financement ou d'octroi de ce financement qui est prévu par l'État. Cela devait être prévu par un texte juridique, un décret d'application qui précise les modalités par lesquelles les différents partis politiques et les candidats rentrent en position du financement qui leur est prévu. Et donc, ces codes ne sont jamais venus. Vous avez donc une loi qui a des dispositions qui sont essentiellement inopérationnelles parce que les textes complémentaires qui doivent leur donner vie et permettre leur application juridique sur le terrain ne sont pas adoptés. Et donc, il y a une véritable embuscade. Cela n'est pas une vue de l'esprit. Maintenant, il faut aussi noter que il y a un jeu de candidats. Quand un candidat vous dit qu'il ne prend pas le financement, mais il se déplace quand même pour venir au niveau du MINAT, il connaît le montant qui sera alloué, mais refuse de prendre le financement. Il ne savait, avant d'arriver au MINAT, aucun candidat, enfin, jusqu'à midi, personne ne connaissait. L'information avait déjà circulé et beaucoup de l'information avait circulé depuis 10 heures du matin et les premiers partis qui sont passés à la caisse ont donné l'information du montant qui était affecté. Moi, je crois qu'il faut avoir du respect pour les différents candidats. Dans un contexte difficile comme le nôtre, des gens qui prennent sur eux, avec toutes les contraintes et les difficultés pour être des candidats, il faut les respecter, c'est la moindre des choses. Deuxièmement, je crois qu'il y a des partis politiques qui sont organisés depuis des années. On voit leur déploiement, comme Roger le disait tout à l'heure, cela traduit effectivement la mobilisation des arguments et les moyens pour faire campagne. Et je crois que nous avons manqué une occasion quand même de pacifier la scène politique en ayant des règles de jeu tout à fait claires. Nous savons que le code électoral n'est pas consensuel. Nous savons qu'il n'y a pas une élection à 2 tours. Nous savons qu'il n'y a pas de bulletin unique. Nous savons que la question de l'encre va bientôt poser problème. Nous savons qu'il y a la question des sondages sur lesquels nous revenons qui va poser problème. Il y a un certain nombre de griefs des partis politiques qui ne sont pas acceptés à débat depuis pour qu'on ait un environnement juridique qui soit tout à fait consensuel et pacifique. Mais dans cette difficulté quand même, les partis acceptent d'aller, c'est à leur crédit. Cela participe de la construction de notre espace démocratique et je crois qu'il serait élégant d'avoir un peu de respect pour ces compatriotes parce que ce sont des Camerounais. Nous ne parlons pas d'étrangers, nous parlons de nos frères, des Camerounais qui ambitionnent défendre l'intérêt général. Quand on veut être président de la République, ce n'est pas pour soi. Alors, Roger Ngoyom, il y a des candidats, il y a des représentants de candidats ou mandataires, notamment le professeur Kouvondo qui a indiqué, nous prenons d'abord les 15 millions et puis on verra après, on réclamera plus après. On n'est pas d'accord avec le montant de l'enveloppe, mais on prend quand même. Mais c'est un peu la stratégie de un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Je crois que pour le cas du divers, ils mobilisent des fonds, y compris des sommes très modiques auprès des populations. Donc, ils prennent beaucoup moins, 1000 francs, 1100 francs. Voilà, donc 15 millions, même si ils sont en droit, comme on l'a dit, d'en attendre plus, c'est déjà bon à prendre. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est davantage le fait que le gouvernement avait vraiment l'occasion de contribuer à la sérénité. Il y a pas mal de reproches qui sont déjà faits à cette échéance, notamment par rapport au traitement équitable dans les médias publics, par rapport à 2 ou 3 choses. Sam Séverin Angoua a notamment annoncé son vœu de boycotter les médias publics. Peut-être qu'on en parlera. Mais je veux dire que ici au moins, on pouvait faire un effort conséquent parce que je pense que quel que soit le niveau de difficulté financière, parce que il ne faut pas qu'on se trompe, depuis 1 an et davantage cette année encore, la trésorerie de l'État est véritablement exsangue. On pouvait quand même, dans le cadre des dépenses liées à cette opération,
on pourrait faire un effort beaucoup plus Jean-Paul substantiel. Tchengue, on n'a pas à s'offusquer de ce que l'argent soit versé cash. On a écouté le ministre Atangandi indiquer que s'il y a des candidats qui aimeraient, qui souhaiteraient recevoir les fonds via des virements bancaires ou des chèques, l'administration serait tout aise de leur envoyer ces fonds par ces canaux-là. C'est bon pour vous, l'incident est clos? Bon, pour moi, je pense que L'incident sur la forme, parce que Oui. sur le montant, le débat reste ouvert visiblement. Mais sur la forme, la modalité du financement, du transfert de ces fonds, c'est clos pour vous. Non, pour moi, c'est pas clos. Et je pense d'ailleurs que l'incident aurait pu être évité parce que c'est un problème de concertation préalable entre les différents acteurs. Je pense que il y a certainement eu un manque de concertation entre les acteurs. Et je voudrais ensuite ajouter que pour ce qui est de l'embuscade, du fait de cacher un certain nombre de choses, il faut aussi avouer que nous élevons depuis un certain nombre d'années déjà contre l'ignorance des textes par les acteurs du processus électoral. C'est cette ignorance des textes par les acteurs du processus électoral qui amène très souvent à ces situations d'incompréhension. Vous voyez, par exemple, quand le professeur Foghe dit que le gouvernement a voulu opposer les partis politiques et les candidats. Mais le ministre Atangandi le confirme presque. Mais Après, il n'ignore pas. Il y a une formation politique qui se retrouve avec 3 mandataires. Oui, mais justement, c'est de ça que parle le professeur ça Foghe. c'est du fait des partis politiques et des candidats eux-mêmes. Il n'ignore pas que... Et il signale que pour le cas du MRC, ils ne sont pas concernés. Alors, il n'ignore pas que pour ce qui est de l'élection présidentielle, c'est le candidat qui est concerné. C'est lui qui peut désigner un mandataire pour agir en ses lieux et places. Ce n'est pas le parti politique. Et donc, si déjà, par peut-être l'ignorance des textes ou par la mauvaise foi de certains acteurs, on arrive à cette situation d'incompréhension, alors que les textes sont là et les textes sont tout prévus. Il est bien dommage qu'on puisse assister à ce type d'incident. Ils vont regarder, Oui. les acteurs vont regarder les textes après cette escale Oui, que nous a les imposé textes sont là-dessus. clairs, Je vous monsieur propose Goyon. de suivre dans ce numéro 3 de CQFD, des paroles, des actes initiaux décryptés ce soir. Je vous propose le dévoilement dans un instant. En première une ce soir, nos experts décryptent l'opportunité, la faisabilité et même l'efficience des réformes institutionnelles annoncées par les 9-7 octobre prochain. Certains candidats tels Cabral Libi, Franklin Difford et Aker Emouna annoncent la réforme du mandat présidentiel et du Parlement. D'autres, comme Joshua Ossi Ndamdoya, articulent sur un fédéralisme calqué sur les régions du pays. Là où Espoir Matomba prévoit la suppression des fonctions de gouverneur de région, sous-préfet et délégué du gouvernement. Quant à lui, Maurice Kamto promet la modernisation des institutions en réformant la Constitution notamment pour rechercher un équilibre des pouvoirs, régler les aspects des questions électorales de nature constitutionnelle. Le président Biya lui promet la poursuite des réformes de nos institutions avec la mise en place des conseils régionaux. Comment mettre en œuvre ces annonces? Pour quelle efficacité? Nos experts décryptent. Alors, Richard Macon, parmi les annonces formulées par les candidats en matière institutionnelle, de réforme institutionnelle, il y a cette annonce qui a été faite par Aker Emouna qui dit qu'il va codifier le financement de la politique au Cameroun. On vient de parler du financement de la campagne électorale. Il y aurait une transparence. On va indiquer notamment ce qu'on paye et comment l'État s'implique dans le financement des représentants des candidats dans les bureaux de vote. Est-ce que ça vous paraît pertinent et opérationnel parmi les grandes annonces? C'est une annonce, je peux dire banale. Elle ne revêt en réalité aucun caractère stratégique. Cela participe d'un processus de modernisation des institutions. Institutions ici qu'il faut envisager de 2 points de vue. Il y a ce qu'on appelle les institutions organes et les institutions règles ou les institutions normes. Les institutions organes sont
les démembrements opérationnels à partir desquels l'administration ou l'État peut opérationnaliser et réaliser un certain nombre de missions d'intérêt général ou d'intérêt public. Ça peut être un Sénat, ça peut être la présidence de la République, ça peut être un établissement public administratif ou toute autre institution. Il y a maintenant les institutions règles ou institutions normes qui sont en réalité un faisceau de règles juridiques qui permettent aux sujets de droit, aux acteurs du droit de régler un certain nombre de questions fondamentales nécessaires au fonctionnement des institutions. C'est dans ce sens qu'on parlera par exemple du mariage comme institution. Et donc le mouvement ou le processus de modernisation des institutions est un mandat, on peut dire, normal d'un État. En France par exemple, pour comparaison de comparaison aussi, il y a tout un comité national chargé de la modernisation des institutions. Il y a des programmes de formation en modernisation des institutions. Ce sont des modules de formation dans des écoles qui sont équivalentes à l'ENAM ou à l'Institut de management public, où on envisage toutes les nouvelles techniques qui peuvent permettre à l'État d'améliorer les institutions, qui sont envisagées du point de vue administratif comme les démembrements qui permettent à l'État, au pouvoir, de réaliser les missions d'intérêt général. Et donc, cette modernisation, elle est banale. Si vous voulez améliorer le processus électoral, c'est une réforme qui me semble tomber de sens dans un environnement où tous les acteurs constatent que les règles ne sont pas consensuelles. Et donc, c'est une annonce cela va vous surprendre, c'est une annonce même qui est acceptée ou qui est proposée par le régime en place, même si le régime en place ne le fait pas. La modernisation de l'environnement. Mettre en œuvre les annonces. Le même candidat annonce la réforme du mandat présidentiel. Il propose un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, par exemple. Il propose que l'État se retire du fonctionnement des sociétés de l'information, des entreprises de l'information, telles la CATV, Cameroun Tribune. Il propose que l'État se retire de la régulation de la presse, mais peut-être l'autorégulation pour une presse plus forte. Est-ce qu'à ce moment-là, cette matrice pour vous est plus solide et repose sur quelque chose de plus efficient? Je ne voudrais pas faire l'injure aux différents candidats, mais de façon générale, je voudrais constater, avec votre permission, que il y a une véritable limite au niveau des propositions, des programmes de gouvernement des différents candidats. Nous avons pris que les grandes annonces. Oui. Et le même, pour compléter, le même candidat annonce que le président de la République ne sera plus le patron de la magistrature. Donc on aurait peut-être des juges plus libres. C'est un avocat qui parle. Monsieur Tongué, vous envisagez là des questions qui sont régies de façon macro par la Constitution. La Constitution a deux principales dimensions. Première dimension, la Constitution organise le pouvoir. Deuxième dimension, la Constitution encadre le pouvoir. Dans la dimension organisation du pouvoir, la Constitution, premièrement, détermine la nature de l'État. Est-ce que ce sera un État unitaire, un État fédéral ou un État régional? Il est un État fédéral. Dimension fondamentale, la Constitution détermine la forme du gouvernement. Est-ce que c'est un gouvernement républicain ou c'est un gouvernement monarchique? Troisième dimension qui me semble aussi essentielle, la Constitution détermine le régime politique. Est-ce un régime présidentiel? Est-ce un régime parlementaire? Ça, c'est la dimension organisation du pouvoir. La dimension encadrement du pouvoir, la Constitution, premièrement, répartit les compétences et les pouvoirs entre les différents pouvoirs de l'État. Deuxième dimension essentielle, la Constitution doit pouvoir garantir l'existence d'un État de droit. Ça, c'est du point de vue de l'encadrement. Et donc, une proposition d'un candidat, pour être opérationnelle, pour être pertinente, doit de façon holistique permettre d'avoir une vue globale, tant du point de vue de la nature de l'État, que du point de vue de la forme de l'État et du point de vue du régime politique qui est proposé. Tant que vous faites des annonces épistolaires, du point de vue de la compréhension de votre métadiscours, et qui va traduire finalement votre discours de la méthode, qui est votre vade-mecum de la réalisation de votre programme politique, du point de vue institutionnel, on a de la peine à vous comprendre. Il ne suffit pas de dire que nous allons décider que le pouvoir sera remis aux régions
pour qu'on comprenne ce que vous voulez dire, il faut proposer un système. Un programme politique, du point de vue des institutions, propose un système. Tant que cette dimension systémique n'est pas perçue, on a donc de la difficulté, lorsque vous avez un regard quelque peu exercé, à comprendre ce que les candidats proposent. C'est pour ça que pour ne pas donner l'impression que nous mobilisons notre science pour déconstruire ce qui est proposé par les candidats, nous faisons souvent l'effort de rester muets. Sauf lorsque vous nous invitez, on est obligé, parce que nous avons aussi une fonction de pédagogie, une fonction d'encadrement et d'éclairage. Ce sont les missions de cette émission d'ailleurs. Voilà, nous avons l'obligation de nous exprimer pour dire qu'on peut mieux faire. Et donc, c'est ça la véritable difficulté aujourd'hui. Des candidats vous disent, on va passer à l'État fédéral, sans vous dire du point de vue de la structuration des institutions, ce que cela va apporter, quelles seront les conséquences du point de l'équilibrage des différents pouvoirs, les différents principes de fonctionnement de ces institutions, parce que selon que vous choisissez un État fédéral, un État régional ou un État unitaire, les principes de fonctionnement ne sont pas les mêmes. Les conséquences du point de vue normatif ne sont pas les mêmes, parce que la règle juridique n'est pas que encadrement, c'est aussi création de sens et vecteur de sens. Tant que cela n'est pas fait du point de vue systémique, on a des fragilités qui peuvent laisser penser qu'on est dans une imposture. Prenons une autre annonce, celle du président sortant, le président Biya, qui a annoncé depuis 1996 la mise en place des conseils régionaux, qui a annoncé la haute cour de justice, qui a annoncé, qui est un peu invité à créer une cour des comptes, conformément aux directives CEMAC. Le Cameroun avait ratifié, on attend la mise en œuvre. Là-bas aussi, ça va à pas très lent. Avant que d'y venir, moi je vais pas m'opposer, mais nuancer véritablement l'approche de mon ami Richard, pour dire que non, il ne faudrait pas qu'il ait de l'appréciation des annonces des candidats une approche académique. Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes en politique. Et l'homme politique, ce qu'il fait, c'est qu'il donne des annonces, il indique un chemin, à charge le moment venu de le structurer, en prenant en compte tous les éléments méthodologiques, scientifiques et tout ce qu'il a indiqué. Donc, on ne peut pas s'attendre, au moment où on fait des annonces, aux populations qui n'ont pas ce regard exercé. Là, on parle des institutions. Je dis que même dans la classe, je veux dire, la classe intellectuelle, ça reste une question très technique. Donc, qui n'est pas du tout, du point de vue de son élaboration, du niveau de compréhension ou bien d'appréhension de tout le monde. Donc, il faudrait qu'on reste bien dans le cadre qui est celui d'une campagne électorale où les candidats ont une vision et font des annonces de sorte à marquer l'opinion. Au moins, on sait que voici vers quoi on veut aller. Je suis pour un État fédéral, je suis pour un État régional, je suis pour un État décentralisé. Là, chacun a choisi l'option. Maintenant, la mise en forme dans les architectures constitutionnelles et autres relève de l'opérationnalisation du moment venu et va mobiliser certainement les experts et les acteurs qualifiés pour le faire. Ça permet de connaître leur vision. Voilà, au moins on a une idée de la vision. Donc, tant que il y a cette vision qui est prescrite depuis. On peut avoir justement la rigidité et la sévérité de l'appréciation qui a été la sienne. Cela dit, dans le cas du président sortant, là, on n'est plus dans l'annonce. Je dis que ça a été annoncé depuis 1996. Ça a été acté il y a une option la Constitution qui a été justement actée par la Constitution, sauf que le reproche qui est fait, c'est, tu parlais de lenteur, il faut trouver un mot plus fort que ça. C'est la quasi-inertie dans la mise en œuvre. Et je reviens encore à la notion d'embuscade. Il y a, par rapport à la décentralisation, il y a une loi cadre. 2004, la loi 2004. Mais qui vide de sa substance sur une disposition, ce qu'on semble donner. Je dis que ce pouvoir qu'on redonne aux gouverneurs, dans un contexte où l'option est justement de donner la pleine mesure des pouvoirs aux instances locales, que ce soit au niveau du conseil régional ou bien des collectivités, ces pouvoirs qu'on donne à nouveau aux administratifs vident clairement de leur substance ce qu'on croyait acquis. Donc, je vous dis que là, il y a un vrai souci, justement, avec le candidat sortant sur le rythme qui amène même à questionner sur la réelle volonté d'y parvenir.
Et je crois que les situations de trouble que nous connaissons maintenant doivent beaucoup à cette lenteur-là. Alors, il y a des candidats qui coupent l'herbe au pied quasiment au président sortant. Je pense à Difford, le candidat Difford. Je pense à Serge Espoir Matomba également, qui annonce la suppression, Difford notamment, qui annonce la suppression des postes de gouverneur, des postes de sous-préfet, et Matomba qui annonce la réformation ou la réforme du poste des fonctions de préfet, avec une mission principale maintenant des préfets développeurs. Est-ce que ce ne sont pas les tares de la mise en œuvre lente de ce qui a été annoncé en 1996 qui ont provoqué simplement chez les nouveaux candidats ces projets-là, ces annonces-là? Oui, certainement, puisque la vision que donne chaque candidat part de l'observation de l'existant. Voyez-vous? Et je voudrais dire que les réformes qui sont proposées par les candidats doivent s'apprécier à deux niveaux. Premier niveau, au niveau de l'annonce. Quelques exemples. Voilà. Vous pouvez citer quelques exemples. Vous pouvez appuyer quelques exemples pour les téléspectateurs. Les exemples que vous avez cités sont déjà assez illustratifs. Par exemple, sur la forme de l'État. Le SDF s'est prononcé pendant très longtemps depuis sa le création. congrès de Bafoussam, sur la fédération. Et précise aujourd'hui sur les régions, appuyé sur les régions, l'UDC. Voilà. Et donc, par exemple, l'UDC, qui annonce une réforme même de la décentralisation avec la création de nouvelles régions qui pourraient devenir des États fédérés. Notamment le Noun, le Mbam et le Mungo. Alors, je veux dire que c'est au niveau de l'annonce qu'il faut déjà apprécier la réforme. Et chaque candidat qui fait une annonce doit pouvoir faire une annonce qui soit réaliste, qui soit possible. Parce qu'il ne suffit pas d'annoncer, il faut encore convaincre. Il faut convaincre l'électorat. Et c'est de ce point de vue qu'on entre dans le deuxième niveau, c'est-à-dire la programmation. On parle du projet pour le programme. On appréciera donc les annonces des candidats dans les programmes qu'ils vont nous présenter. Parce que les programmes, non seulement ils doivent être très précis, tant au niveau conceptuel qu'au niveau de la mise en œuvre, mais ils doivent également être précis au niveau des moyens disponibles, des moyens qui seront déployés pour la réalisation de tout ce qui a été Les programmes doivent être chiffrés. Les programmes doivent être chiffrés. On doit pouvoir indiquer un certain nombre de réformes qui se font sur le plan politique, économique et social ont un coût. Il faut pouvoir les chiffrer. Vous pouvez faire des réformes qui contribuent à augmenter les recettes de l'État. Vous pouvez également faire des réformes qui contribuent à diminuer les recettes de l'État. Quand vous faites des réformes qui contribuent, qui ont pour conséquence la diminution des recettes de l'État, il faut dire avec quoi vous allez compenser la diminution des recettes de l'État. Il ne suffit pas de dire aux gens, par exemple aux opérateurs économiques, parce qu'en réalité, on reviendra dimanche sur les annonces économiques. Chaque annonce de réforme a une cible au niveau de l'électorat. Et c'est pour cela, et c'est sur la base de la cible au sein de l'électorat que chaque candidat construit sa politique de réforme. Alors, vous êtes enseignant à l'ENAM, Jean-Paul Tchengue, et il y a un des candidats, vous n'êtes pas ici, vous n'êtes pas représentant de l'ENAM ici. Pas du tout. Vous dispensez des cours à l'ENAM, oui. tout de même, on ne va pas nier les faits. Il y a un candidat, Joshua aussi, pour ne pas le nommer, qui a annoncé parmi ses réformes institutionnelles la suppression de l'ENAM. Est-ce que, à ce moment, vous vous demandez comment forment les administrateurs? Non, les magistrats? Je dois dire que ce type de proposition de réforme est basée sur l'appréciation du fonctionnement général de notre fonction publique, qui ne concerne pas que les produits de l'ENAM. Voyez-vous, aujourd'hui, vous trouvez au sein de nos administrations des postes de responsabilité qui sont occupés par des enseignants qui ne sont pas des produits de l'ENAM et qui produisent fatalement les mêmes résultats
au niveau de la performance. Donc, il ne faut pas incriminer l'ENAM, qui est une école professionnelle, comme il en existe ailleurs. Et effectivement, parmi mes enseignants, j'ai des étudiants très brillants dans la matière notamment que j'enseigne. Le candidat ne remet pas on a d'ailleurs les capacités intellectuelles des on a d'ailleurs remarqué que quand les produits de l'ENAM sortent du pays et se frottent aux produits des écoles de même nature à l'étranger, par exemple à l'ENA de Paris, on a d'ailleurs remarqué que les produits de l'ENAM faisaient partie des meilleurs. Le candidat n'a jamais remis en question les compétences. C'est le formatage. Alors, ce que je voudrais donc préciser par rapport à cela, que il s'agit du fonctionnement général de notre administration. Les dysfonctionnements qui peuvent constater au sein de nos administrations ne sont pas exclusivement imputable au produit de l'ENAM. Non, je me dis que c'est symbolique. Oui. C'est simplement, il s'agit simplement de reformatage. Peut-être passer d'une école professionnelle au campus. À l'époque, on formait. S'il vous plaît, à l'époque, on formait les médecins dans une école, notamment à Yaoundé. Maintenant, on les forme en faculté. Peut-être que le candidat pourrait demander qu'on forme les administrateurs dans des campus ou simplement détruire la matrice de l'ENAM et inventer quelque chose d'autre qui vient avec un nouveau format et qui crée une distance ou bien ça se fait le respect de la fortune publique. Parce que c'est de la fortune publique qu'il s'agit. Oui. Il a évoqué, tu l'as évoqué aussi, il y a un aspect symbolique là-dedans. Je crois que on ne remet pas totalement en cause ou substantiellement en cause les capacités intrinsèques. Il se trouve quand même que malheureusement, dans les dysfonctionnements de notre administration, cette école, au plan symbolique, au niveau de l'opinion, au niveau de la clameur, passe pour être justement celle qui forme les tenants principaux de cette administration qui peine à délivrer de manière qualitative le service qui est attendu, qui peine à être efficient. Donc, je crois que il y a ce lien-là qui est fait à côté du fait qu'elle cristallise quand même notamment dans ses modalités, les modalités d'accès, d'admission et autres, toutes sortes de scandales qui amènent même à brouiller, parce que voilà, nous sommes tous ce qui fait familiers des produits. L'annonce à fermeture peut être bien accueillie dans nos écoles de formation. S'il vous plaît, c'est pas un débat idéologique. Je vous propose de faire un débat technique. Alors, est-ce que, Roger Boyom, vous qui travaillez dans la communication, est-ce que ce type d'annonce peut susciter la sympathie autour d'un candidat? Dans le contexte qui est le nôtre, oui, bien sûr, dans le contexte qui est le nôtre. Sauf qu'après, il faut nuancer avec des éléments comme ceux qu'il a donnés. Et il y a eu d'autres sorties pour justement amener les uns et les autres à prendre en compte le fait que on prête un peu trop peut-être à cette école en termes d'influence. Mais là, je vous dis, ça se fait ailleurs. Il a parlé de l'ENA, mais enfin, on ne forme pas les douaniers à l'ENA. On ne forme pas les inspecteurs des impôts à l'ENA. On ne forme pas les magistrats à l'ENA. Ils sont formés à Bordeaux, à Clermont-Ferrand, on forme les inspecteurs des impôts. Je crois que c'est à Strasbourg, je ne sais pas où, qu'on forme les douaniers. Alors, il y a plusieurs, mais ça n'a pas fait un problème. Donc, dans d'autres pays, ils n'ont pas ce même type de structure. Il y a bien une administration qui fonctionne avec des cadres qui sont formés dans d'autres cadres. Donc, je veux dire qu'il y a une portée symbolique et on est bien en politique où on lance comme ça des annonces fortes pour marquer un peu sa présence. Dans ce cas, il faut réformer toute la fonction publique. Justement, les candidats, justement, chers experts, les candidats annoncent la modernisation de nos institutions. Maurice Kamto, Cabral Liby, même le candidat sortant, Paul Biya, en 96, et à coup de discours chaque fin d'année, il annonce la modernisation des institutions. On est au moins d'accord qu'il faut moderniser. Cabral, pour la mise en œuvre, signale la fermeture du Sénat et que le budget alloué au Sénat soit reversé, par exemple, à la santé. Mais je voudrais savoir, Richard Macon, lorsqu'on annonce autant, on fait autant d'annonces du point de vue institutionnel, il faut combien de temps en termes de délai pour les mettre en œuvre? Parce que les candidats vont à la course pour un mandat de 7 ans. Mais ils font des annonces qui, du point de vue du journaliste que je suis, peut prendre une dizaine d'années pour la mise en œuvre.
La campagne est une opération de séduction. Voilà. Et tout candidat est un flatteur. Et vous connaissez la fable. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Je comprends les appréhensions de Roger par rapport à un métalangage qui peut sembler technique. Mais j'ai confiance en la capacité de compréhension des Camerounais. Nous qui sommes sur le plateau n'avons pas la prétention d'être plus avisés que ceux qui nous écoutent. Non, mais s'en faut. Et je crois que mon métalangage est simplement celui qui me vient de ma formation, mais je suis sûr que les Camerounais me comprennent. Réforme vient de quoi? Dans réforme, il y a forme. Vient de format, c'est-à-dire la structure de quelque chose. C'est pas la dimension substantielle. Et quand on dit réforme, dans le mot-à-motage, ça veut dire changer la forme de quelque chose qui existe. On est donc, quand on parle de forme, dans une dimension structurelle et donc dans une dimension systémique. Dans un programme politique, pour parler de façon simple, un candidat propose une philosophie politique et propose un système institutionnel qui va donner corps à son programme de société. Il peut même, quand le programme est intéressant, recéler en lui des éléments de projet de civilisation qui va bien au-delà des 7 ans qui sont le laps de temps qui est imparti pour le mandat. Et donc, pour revenir donc à l'idée de cohérence du système, le régime en place ne peut pas réaliser cette ossature institutionnelle qui est pensée pour la simple raison que cette ossature institutionnelle est en inadéquation avec sa nature profonde. Vous ne pouvez pas avoir, par exemple, un contrôle de constitutionnalité des lois dans un système d'embuscade. Vous ne pouvez pas avoir une haute cour de justice qui fonctionne dans un système d'embuscade. Vous ne pouvez pas avoir l'article 66 de la Constitution qui est appliqué dans un environnement où on vit des prébendes et de contrôle de la rente politique et de la rente financière, où les détournements de fonds, la corruption est à ciel ouvert, elle est même devenue civilisation. Vous ne pouvez pas donner les moyens à la CONAC de fonctionner. Elle devient simplement une structure qui fait des déclamations et qui n'a aucune force coercitive. Parce que l'ADN de votre système vous interdit de donner corps et de donner puissance, de donner sens à cette infrastructure. C'est pour ça qu'on peut encore faire 40 ans. Toutes les institutions prévues par la Constitution ne peuvent pas être appliquées. Parce que l'ADN, c'est en inadéquation avec l'ADN de notre système. C'est pour ça donc, que quand un candidat veut se démarquer, et moi j'ai lu des programmes qui, de ce point de vue, font un effort considérable. Je ne voudrais pas... Vous pouvez citer quelques noms. Des programmes qui font des efforts dans ce sens. Quand vous dites que vous voulez mettre sur pied, vous voulez passer d'un régime unitaire à un régime fédéral, il y a des conséquences juridiques, des conséquences de système et des conséquences de principes de fonctionnement. Dans un État unitaire, il y a une unité territoriale. Le pouvoir est un président, un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et une organisation juridictionnelle. Dans un État fédéral, c'est différent. Il y a ici un partage territorial du pouvoir politique. Il y a un État central qu'on appelle macro-État ou super-État, et il y a des États fédérés qui doivent être régis ici là par le principe de séparation, des principes d'autonomie et des principes de participation. Parce que ici, l'objectif, c'est la gestion de l'autonomie, le niveau d'autonomie, pour ne pas passer d'une autonomie à l'indépendance. Parce que indépendance signifie souveraineté. Les États fédérés ne sont pas des États souverains. Il y a donc ici une dimension en termes d'autonomie qui est plus large dans un État fédéral que dans un État unitaire. Quand vous dites que vous passez dans un État régional, il y a aussi une conséquence. L'État régional n'est qu'une sorte d'État à mi-chemin entre la fédération et l'État unitaire. Parce qu'il y a toujours unité territoriale, mais il y a de façon systématique une reconnaissance d'autonomie pour les autres entités infra-étatiques. Et donc, quand vous proposez votre système, il faut que quand on vous lit, on se rende compte que ça se tient, que les principes de fonctionnement sont respectés, l'équilibrage des pouvoirs est pertinent
Et effectivement, ce que vous proposez n'est pas le monstre de Frankenstein, mais une institution qui peut effectivement vivre. Qui va finir par bouffer son maître. Une réaction? Oui, une réaction. Je voudrais dire que j'étais quelque peu mal à l'aise sur ce plateau parce que le propos du docteur Macron est plus politique que technique. Je ne peux pas... Rodrigue dit qu'il est plus... Roger dit qu'il est trop technique. Non, il est plus politique. Il est politique que technique. Roger dit qu'il est trop technique. Non, on va trouver le juste milieu. Allons-y. Il dit qu'il est académique. Allons-y. Alors, il est certainement politique et académique. Et nous avions à cœur d'évoquer des questions... De dénuder le sujet. Voilà, de dénuder les sujets. Et donc, ces développements, ces envolées lyriques... Jean-Paul Tiengue, oui. C'est très bien, mais je ne peux pas le suivre sur ce terrain-là. Je voudrais tout simplement dire que, pour rester simple et précis, les annonces qui sont faites, les annonces de réforme, devraient être soutenues par un socle idéologique. On devait, à travers les programmes et projets, savoir que un tel social-libéral, un tel autre ultra-libéral. Un peu comme le président de Quand on lit pour le libéralisme communautaire, on sait quel est son positionnement idéologique. On sait que c'est un libéralisme communautaire. Oui. Et qui, en tant qu'observateur, j'ai pu identifier dans certaines réalisations de ce gouvernement, quelques aspects du libéralisme communautaire. Par exemple, en 2012, le fait d'avoir institué les coopératives d'épargne et de crédit, les groupements d'initiatives communes et les groupements d'intérêt économique, ça participait effectivement de la mise en œuvre d'un aspect du libéralisme communautaire. Et donc, c'est juste un exemple. Monsieur Tiengue, votre exemple. On va prolonger. C'est le plus mauvais que vous pouvez prendre en une seconde. On va reprogrammer, je vous promets qu'on va reprogrammer la campagne longue. C'est encore non, moi je ne serai pas long. On va reparler en une seconde. De ces questions. Le temps est parti pour cette discussion est écoulé. Je voudrais simplement dire, peut-être pour sortir, on va revenir. On va revenir à vous. Dans un instant, je voudrais simplement dire, peut-être pour retrouver le professeur Narcisse Mouele-Kombi qui indiquait dans les colonnes d'un journal local que pour le libéralisme communautaire a été copié par les autres candidats qui ont un pied dans le libéralisme et un autre pied dans le communautarisme. Mais nous reviendrons sur ces questions. Je vous propose un break. Je vous propose d'aller in situ comprendre une question pratique. Allons trouver des questions pratiques. Le statut, le rôle, la fonction du scrutateur dans un bureau de vote. Je vois Jean-Paul Tiengue sourire, il travaille à Elecam. On les voit en l'œuvre, on les verra à l'œuvre le 7 octobre prochain. Et la sincérité du scrutin passe aussi par eux, par leur action. Je vous propose ce sujet de Laetitia de Bilon et de Patrick Ngwanya. Ils nous expliquent assister au décompte des voix et consigner les résultats, voilà les prérogatives principales du scrutateur dans un bureau de vote. Il scrute, il veille, mais il devrait avant tout être indépendant. Si vous êtes aux approches d'un bureau de vote le 7 octobre, vous pouvez très bien être désigné comme un scrutateur. C'est pour scruter les résultats. Donc, parce que si les responsables du bureau de vote se chargent exclusivement de ça, ça peut être suspicieux. On veut donc qu'il y ait une certaine transparence à ce niveau-là. En vue du code électoral, le scrutateur n'est pas mandaté par un parti politique, mais plutôt choisi par le président de la commission locale du bureau de vote. Le président de la commission locale de vote doit désigner, au terme de l'article 55, lors de dépouillement, 4 scrutateurs qui sont désignés parmi les électeurs. Ce ne sont pas des scrutateurs qui sont amenés par les partis politiques, non, mais c'est parmi les électeurs ces électeurs sont censés être, disons, neutres, puisqu'on ne tient pas forcément compte de leur
couleur politique. Le rôle et l'importance du scrutateur est donc crucial. Il intervient à la fermeture des bureaux de vote à l'heure du décompte, car sa mission consiste à veiller au bon fonctionnement du scrutin ainsi qu'au dépouillement des bulletins de vote. Laetitia Bilon, bonsoir. Bonsoir Rodrigue. Merci pour ce sujet réalisé avec l'appui, le sérieux appui de Patrick Ngwanya, de notre rédaction à Douala. Alors, je voudrais savoir, après avoir regardé ce sujet de façon simple, avec des mots simples, c'est quoi un scrutateur? Très bien. Le scrutateur, c'est un mot dérivé de scruter, qui veut dire tout simplement examiner avec soin. C'est-à-dire que le scrutateur est donc celui-là qui examine avec beaucoup d'attention le déroulement du vote. Et puis à la fin, il procède à la comptabilité. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que au masculin, on dit scrutateur et au féminin, on dit scrutatrice. C'est très important. Et puis au pluriel, on ajoute S, tout simplement. Donc, on peut également retrouver les synonymes de scrutateur. Et comme synonyme, on peut avoir inquisiteur, observateur, examinateur ou encore vérificateur. On espère que vous ne nous inquisitionnerez pas sur ce plateau. Mais je voudrais revenir sur le rôle du scrutateur, Laetitia Bilon, dans le processus de dépouillement, parce que vous êtes sorti par là dans votre sujet, et le dépouillement est très important dans notre contexte. Alors, il fait quoi, le scrutateur, dans le processus du dépouillement des votes le soir du 7 octobre? Exactement, Rodrigue. Donc, ce que les gens ne savent pas, c'est quoi? C'est que dans un bureau de vote, on peut avoir plusieurs scrutateurs. Et puis, le dépouillement du vote, ou bien des bulletins de vote, se fera par chaîne. Donc, du coup, on a un scrutateur au départ qui enlève les enveloppes dans les urnes. Et puis, il passe son travail, c'est de passer au prochain scrutateur qui, lui, il a pour charge de sortir le bulletin. De dévoiler le bulletin de vote de l'enveloppe. Et il déplie le bulletin qu'il passe à un prochain scrutateur. J'espère qu'à le vert, vous n'avez pas choisi votre Non, non, on n'a pas encore publié le bulletin de vote des candidats, donc il n'y a pas de souci. Du coup, donc, il passe le bulletin au prochain scrutateur qui, lui, a pour devoir de dévoiler à haute voix le nom du candidat qui apparaît sur le bulletin. Et après avoir dévoilé, il passe à un autre scrutateur qui, lui, a plutôt le rôle d'inscrire le nom du candidat sur des listes préparées à cet effet. Donc, il y a une examination, une réexamination du bulletin de vote à travers les scrutateurs. Maintenant, les profils, on les trouve où? Ces gens qu'on appelle scrutateurs dans le bureau de vote. Tout à fait. Bon, pour être scrutateur au Cameroun, en échéance avec l'élection qui arrive le 7 octobre, il faut d'abord être de nationalité camerounaise. Après, il faut appartenir à la société civile sans être membre d'un parti politique. Il faut que l'on le retienne. Et il est également important que le scrutateur ait quand même de petites connaissances sur les nécessités du cadre juridique au Cameroun. Et il faut également qu'il maîtrise les techniques d'observation d'un scrutin dans la période électorale. Merci Laetitia Bilon. Je voudrais avoir une réaction de Jean-Paul Tchengué, qui travaille quand même à Elecam. Est-ce que la présentation du scrutateur qu'on a fait est un peu idéale? Est-ce que c'est proche de la réalité telle que vous l'avez vécue pendant les scrutins de 2013, de 2000, dernièrement de sénatorial encore, ou le scrutin de 2011? Oui, disons que la définition qui est donnée du scrutateur et le travail qui est celui du scrutateur, parce que le scrutateur en réalité n'intervient qu'au moment du dépouillement du scrutin, lorsque les opérations de vote sont terminées. Alors, elle a décrit le processus de dépouillement qui est laissé à la charge des scrutateurs. C'est-à-dire que le scrutateur intervient à 3 niveaux. Lorsque les bulletins de vote qui étaient contenus dans l'urne ont été comptés pour être comparés en termes de suffrages exprimés au nombre d'électeurs inscrits dans ce bureau de vote-là, le premier scrutateur ouvre chaque enveloppe, regarde le bulletin qui est dedans, il le remet au deuxième scrutateur qui lit à haute voix le nom du candidat
ou du parti politique. Ou constater le bulletin nul. Voilà, ou constater la présence de deux bulletins dans la même enveloppe. Enfin, prenons l'hypothèse où tout se passe bien. Donc, il lit à haute voix le nom du candidat ou du parti politique qui bénéficie de ce suffrage. Et le troisième niveau, il y a un scrutateur qui note ce suffrage exprimé dans un document, je ne sais pas comment elle a appelé là, mais le terme technique, c'est fiche de pointage. Alors, lorsque tous les suffrages ont été pointés, le calcul est fait à la fin pour déterminer le résultat en faveur de chaque candidat ou de chaque parti politique en compétition. Donc voilà à peu près à quel niveau interviennent les scrutateurs. Ceux-ci sont électeurs. Ouais. Ils sont choisis parmi les électeurs inscrits dans le bureau de vote. On ne peut pas aller chercher un scrutateur pour Nguelemouidouga à Bertois, par exemple. Non, ils doivent être inscrits, électeurs inscrits dans ce bureau de vote-là. Merci. Merci pour cette précision. Merci encore, Laetitia de Bilon. Vous avez réalisé cet immense stage, rappelons-le, avec Patrice Ngouania, notre collègue à Douala. Je vous propose de prendre la deuxième une de CQFD, c'est là où se trouve le troisième sujet à décrypter dans ce numéro 3 du programme. Voici le dévoilement. En deuxième une de CQFD, le sens des sondages en cette période préélectorale. Ils viennent parfois des réseaux sociaux, notamment Facebook, et même des cabinets étrangers, annonçant un tel ou un tel vainqueur. Quelle valeur leur accorder? Quelle place pour ces sondages d'opinion dans le processus local? Mais enfin, que disent la loi et les règlements des sondages présentés ci et là, et différents diamétralement les uns des autres dans les résultats? Nos experts sondent et décryptent ce soir. Alors Jean-Paul Tchengue, nous étions ici mercredi passé, nous constations à la lecture du code de bonne conduite arrêté par l'ECAM, qui était en réalité le code dépoussiéré de 2011, que les médias ne devaient pas publier des sondages avant le scrutin et des tendances le soir du scrutin. C'était le code de conduite qui s'était passé, les acteurs du processus électoral en 2011 et qui a été remis en jeu cette année au terme de la 7e concertation entre les CAM et les acteurs du processus électoral. Vous n'avez pas été surpris de voir la une des journaux des sondages annonçant tel ou tel autre candidat vainqueur selon les travaux réalisés par un cabinet américain? Non, je n'ai pas été surpris parce que en réalité, le processus électoral est réglé par un cadre juridique. Et tout ce qui se passe tout au long du processus électoral doit respecter les dispositions de ce cadre juridique. À partir du moment où la loi n'interdit pas qu'une opération techniquement programmable dans le cadre du processus électoral se déroule, alors les acteurs peuvent y recourir. C'est le cas des sondages. Pour l'instant, le code électoral est muet sur la réglementation des sondages. Et comme les textes d'application qui auraient pu apporter un certain nombre de précisions par rapport aux dispositions qui n'ont pas été suffisamment précisées dans le code n'existent pas, alors il n'est pas possible aujourd'hui de culpabiliser un acteur politique qui a eu recours aux médias. Je parle des médias. Oui. D'abord, que fait-on du code de bonne conduite qui conseille ou bien qui recommande? Parce que le code de bonne conduite n'a pas de moyens coercitifs, de moyens de coercition sur les médias, mais prescrivent quand même qu'on ne publie pas des sondages et les tendances. Alors, je parlais des acteurs parce que c'est eux qui peuvent commanditer les sondages. Moi, j'ai parlé une fois que les sondages sont disponibles, ils peuvent les faire publier par les journaux. Alors, tant au niveau des acteurs qu'au niveau des médias, il n'y a pas aujourd'hui une réglementation qui permet de poursuivre les auteurs de ces sondages. Par contre, le code de bonne conduite que vous évoquez bien en ces articles 11 et 17 a, dans le cadre du consensus qui a mené à l'adoption de ce code de bonne conduite, recommandé aux acteurs de ne pas recourir à ces sondages
ni à la publication des sondages à travers les médias, demande d'ailleurs aux médias de s'abstenir de les publier, et aux acteurs, à l'ensemble des acteurs, médias, candidats, partis politiques et autres compris, de s'abstenir de publier les tendances. Mais il faut savoir que le code de bonne conduite, tel que je l'ai souligné la dernière fois, est un ensemble de dispositions non contraignantes. Il y a d'ailleurs je crois, une collègue de M. Macron à Yaoundé 2 qui a écrit qui a écrit un excellent article dans la revue française de droit constitutionnel sous le titre « Le code de bonne conduite aux élections ou livraison du droit constitutionnel ou l'invasion du droit constitutionnel par du droit mou ». Ceci explique cela, c'est-à-dire qu'un droit mou, tel qu'elle l'a caricaturé, est constitué de dispositions non contraignantes. Ça veut dire que son application... les conventions... non, le code de bonne conduite. Le code de bonne conduite, parce que les conventions et les contrats, d'une manière générale, sont des dispositions contraignantes. Si on ne les observe pas, voilà, c'est la loi des partis. Mais le code de bonne conduite ne contient pas de dispositions contraignantes. C'est-à-dire qu'à partir du code de bonne conduite, on ne peut pas mener des actions coercitives contre ceux des parties prenantes, même signataires du code de bonne conduite, qui n'auraient pas observé les règles de bonne conduite. Alors, je reviens à vous, Roger Ngoyom. Est-ce que, malgré le fait qu'il n'y ait pas de contraintes à respecter le code de bonne conduite sur cette disposition-là, la publication des tendances qui a été faite par certains journaux, il n'y a pas la rupture de ce gentleman agreement quand même? Tu fais bien de parler de gentleman agreement. C'est une entente entre acteurs. Et il faut dire que ça vient vraiment de manière brutale rappeler que ce soit en matière de publication des tendances ou bien de sondage, il n'y a aucune interdiction légale. Parce que vous vous souvenez, il y a eu cette polémique créée par le CNC lors des dernières élections. La dernière élection, avec qui posait, alors qu'il n'y avait aucune, mais je dis bien aucune disposition, ni dans le code électoral, ni dans notre texte, qui empêchait les médias de le faire. Donc, ils sont fondés à le faire. Moi, j'ai un problème sur la qualité du sondage produit. Oui. Vous avez souvent pratiqué des sondages. Il est extrêmement farfelu. Oui. Je dis qu'il est extrêmement farfelu. Et quand on est dans la presse, vous avez bien vu les journaux qui l'ont publié. On peut véritablement comprendre la logique. Donc, c'est quelque chose de pernicieux, d'insidieux. Non, on a bien vu qui l'a publié. Voilà. On voit qui a publié, on connaît notre milieu. Et puis, de plus en plus, on en sait un peu sur le cabinet ou la structure qui aurait produit cette criminerie. Donc, je crois que non, c'est juste pas sérieux et ça participe d'un ensemble d'éléments insidieux dans le cadre de la stratégie. Je crois qu'il y a bien des acteurs qui sont derrière et ça participe des éléments qu'on instille comme ça auprès de l'opinion dans le cadre de la stratégie. Mais est-ce que les sondages ne participent pas parfois aussi de la projection? Ils participent de la projection lorsqu'ils sont sérieux. Je veux formuler la question. On peut à partir des résultats de 2011 avec un président Biya gagnant à 78,80%, à près de 79%, on peut se dire que ça peut se reproduire à partir de projections. Mais quels sont les éléments de cette projection? Alors, ça me donne l'occasion de déconstruire quelque chose qu'on dit sur les fameux 7,5 millions. Alors, il faut savoir que l'élection de 2011, je pense qu'à maints égards, il ne faut même pas la considérer. Si on veut apprécier, pour quelle raison? Déjà, le fichier électoral, il était totalement farfelu. Totalement. On avait, sur les fameux 7,5 millions, à la vérité, vous n'en avez pas 4. Les gens étaient inscrits 3, 4, 5 fois souvent. De 2, dans le déroulement, je parle parce que j'étais acteur comme observateur, superviseur de la principale mission d'observation électorale déployée par Transparency International à l'époque. Dans le déroulement, déjà, à l'époque, vous savez, c'était des cartes électorales assez particulières, donc qui permettaient qu'on en fasse autant pour une même personne. Le mode de distribution des cartes électorales,
étaient totalement cafouilleux, c'était des chefs de quartier qui les remettaient à qui ils voulaient, et ainsi de suite. On s'est retrouvé le jour même de l'organisation, le jour du scrutin, dans une situation où on a observé ces conseillers dans des rapports qui ont été présentés, des acteurs curieux qu'on appelait des grossistes, donc des gens qui étaient là pour recruter des électeurs factices qui allaient et contre rémunération leur ramenaient les bulletins de vote des concurrents d'un candidat contre rémunération et qui votaient 5-6 fois ou 10 fois selon. Donc je veux dire que là déjà ça discrédite même je dis pas que ce candidat ne devait pas gagner, mais l'ampleur de ce score est loin de refléter la réalité. Le taux de participation. Officiellement, là encore, c'est une autre affaire. Je dis que on a statistiquement prouvé qu'il débordait difficilement les 35%. Dans des villes comme Douala, on était à 14%. Ça a été prouvé. Donc je veux dire que et je parle pas des nombreuses on n'a pas de dysfonctionnement, mais de nombreuses malfaçons qui ont. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de c'est pour dire que en 2013, avec la refonte et l'adoption de cette biométrie, les 5,4 millions qu'on avait étaient réellement plus nombreux. Je dis dans la réalité, ils étaient plus nombreux que les 7 millions et demi. De loin. Donc, c'est pour ça que je dis, ceux qui disent on a 6,5 millions d'électeurs qui sont moins nombreux que les 7,5 millions, je dis c'est parce que ils ne considèrent pas que nous étions dans une situation particulière avec un code électoral dont l'ECAM avait hérité, qui venait, avec un fichier électoral dont l'ECAM avait hérité, qui venait du MINAT, qui était totalement défaillant, qui était pour eux, et qui ouvrait la voie à toutes sortes de manipulations qu'on ne peut même pas énumérer ici, au risque de... Nous reviendrons dans une prochaine émission sur donc, les détails. C'est pour dire que s'il faut se fonder sur ces résultats, sur ces proportions, on a tout faux. On va à une élection qui n'a rien à voir. Il y a quelques candidats qui sont revenus. Les 6,5 millions sont de loin supérieurs aux fameux 7,5 millions, de loin, je dis bien de loin, avec des électeurs qui ont évolué dans leur mentalité, dans leur détermination à voter, à s'engager. Je pense que on aura des résultats à la mesure de ce que les différents candidats auront déployé comme effort. J'indique que nous allons faire une émission pour comprendre le sondage de façon technique. Là, nous l'analysons, nous jugeons la portée des sondages. Ce sera avec plaisir. Simplement. Je voudrais savoir avec vous, et pour sortir, Richard Macon. Alors, ce sondage-là, il y a une partie de l'opinion qui a estimé que les sondages qui viennent et de Facebook, qui sont favorables à certains candidats de l'opposition, et des cabinets occidentaux qui sont favorables aux candidats au pouvoir. Tous ces sondages qui nous parviennent sont des outils de manipulation de l'opinion plutôt que des éléments techniques qui permettent de mesurer la cote des candidats. Mon propos va reposer sur 3 principales considérations. Première considération, elle est définitionnelle. Qu'est-ce qu'un sondage? De façon générale, de façon large, le sondage désigne des enquêtes qui sont menées dans le domaine des opinions, dans le domaine politique. Mais de façon plus technique, davantage dans la sociologie électorale et dans le marketing politique, il s'agit d'une méthode d'analyse qui repose, une méthode d'analyse socio-statistique qui repose sur un échantillon à partir duquel on détermine la valeur ou la représentation d'un candidat ou d'un parti politique ou d'une offre politique. Et donc, cela me permet de dire, dans une dimension totalement stratégique maintenant et politique, qu'il n'y a pas d'opinion publique. Il n'y a que des usages publics de l'opinion. Ça veut dire que tous les candidats ont vocation à instrumentaliser le sondage, à instrumentaliser l'opinion politique. En période pré-campagne, le sondage sert de façon utilitaire à légitimer la candidature d'un acteur politique. Il va opérer un sondage pour démontrer que les candidats n'espèrent que sa candidature. Et donc c'est une dimension utilitaire. Deuxième dimension utilitaire, pendant même le déroulement de la campagne, le sondage permet à un candidat d'ajuster le message politique qu'il doit délivrer aux citoyens, aux électeurs. S'il se rend compte que telle corporation ou telle couche de la population est sensible après le résultat d'un sondage par rapport à tels éléments de langage, il va influencer, il va modeler son discours politique pour toucher cette cible précise.
et même après qu'il est entré en fonction, le sondage est un outil technique, mais aussi un outil de management qui permet par exemple d'anticiper la réaction des populations par rapport à un sondage, par rapport à une réforme qui est envisagée. On fait un sondage. Le problème chez nous, plus commercial du sondage. Il y a une dimension politique et une dimension commerciale. Il faut rappeler que le sondage est né aux États-Unis en 1930 et qu'il y a deux principaux caractères qui ont permis la diffusion ou la vulgarisation du sondage. Le premier caractère fondamental, c'est la présidentialisation progressive des systèmes politiques. Deuxième sondage, c'est la personnalisation du pouvoir. Dès lors qu'on est dans une élection où un individu rencontre un peuple, on est donc dans un rapport de séduction entre l'acteur politique et le peuple qui doit lui donner le suffrage qui le légitime à habiter une fonction. Et donc, dans ce jeu, il y a une instrumentalisation qui est nécessaire dans un contexte politique, qui est nécessaire pour la bonne marche de la vie politique. Seulement dans d'autres pays, dans d'autres démocraties, on essaie de normaliser le sondage. Il y a même des institutions nationales dont la vocation est de faire des sondages pour le compte du gouvernement. Maintenant, les sondages qui sont faits par des acteurs politiques, par des spécialistes des médias, c'est normal dans un environnement politique. Cela permet de jouer avec les opinions, mais de façon technique, permet d'avoir aussi, quand le travail est bien fait, le point de vue de la société. Je voudrais retenir 4 principaux éléments qui font la pertinence d'un sondage. Pour finir, c'est des éléments importants. Parce que méthodologiquement, on peut distinguer un sondage d'un autre. Le premier élément déterminant, c'est la validité de l'échantillonnage. Deuxième élément fondamental, c'est la neutralité et le caractère compréhensible du questionnaire. Parce que si le questionnaire est biaisé ou bien a des questions qui sont floues, cela peut influencer le résultat. Troisième élément fondamental, c'est la neutralité de l'enquêteur. Si l'enquêteur n'est pas neutre, le résultat est biaisé. Quatrième élément final, c'est la capacité d'appliquer des méthodes de correction des biais pour certaines questions qui sont sensibles. Si ces 4 éléments ne sont pas respectés, le sondage qui est effectué n'est pas du tout pertinent. Et je vous laisse le soin de dire si le sondage qui a été effectué en fonction de ces 4 critères qui sont des critères scientifiques, si c'est un sondage pertinent. Je peux m'avancer aux téléspectateurs de se faire une opinion, surtout au corps électoral composé des électeurs. On ne pas possible de continuer parce que le temps prévu pour le programme est achevé. Nous allons conclure malheureusement. Non, nous n'avons plus 30 secondes malheureusement. Il y a des programmes après nous, mais la campagne électorale ne fera que commencer parce que samedi, et on aura d'autres occasions de parler de ce sujet. On va notamment parler de sondage. Merci Richard Macron, merci Roger Ngoyon, merci Jean-Paul Tiengue, merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis, merci à vous, chers experts, d'avoir contribué à la structuration du corps électoral et plus largement de l'opinion publique. Voilà, mesdames, messieurs, ce qu'il fallait décrypter ce soir. Bon mercredi soir et à dimanche soir. Bonsoir.